Comment est-ce qu'on peut bien attendre la vérité? C'est sans doute la grande question de la philosophie. Une quête qui est devenue hyper urgente dans la Grèce antique à cause des sophistes. Eux, c'étaient des maîtres de la rhétorique, des cracks pour rendre n'importe quel argument super convaincant. Du coup, la vérité, eh bien, elle avait l'air de pouvoir changer au gré du vient. C'est face à ça que la philosophie s'est dit « Ok, stop, il nous faut un chemin solide, une vraie méthode pour trouver le savoir ». Et au cœur de cette quête, il y a un débat, mais un débat immense, qui a vraiment façonné toute la pensée occidentale. D'un côté, on a le rationalisme. Eux, ils disent « la vérité, ça vient de la raison, et uniquement de la raison ». De l'autre côté, on a l'empirisme. Pour eux, tout part de nos sens, de notre expérience du monde. Alors qui a raison? La tête ou le corps, en quelque sorte? La raison ou l'expérience? Pour y voir plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps. On va commencer avec Platon, qui se méfiait beaucoup de ce qu'il voyait. Ensuite, on verra son élève, Aristote, qui a essayé de tout réconcilier. Après ça, on fera un bond jusqu'à Locke et Rousseau et leur empirisme, puis on s'attaquera à la révolution de Kant pour finir avec Auguste Comte et le règne de la science. C'est parti. Allez, on commence fort avec Platon. Pour lui, c'est simple. Le monde qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent, ce n'est pas la vraie réalité. C'est juste une pâle copie, une imitation. Et pour nous faire comprendre ça, il a une image absolument géniale, sa fameuse allégorie de la caverne. Alors, imaginez la scène. Des prisonniers, enchaînés, au fond d'une caverne. Depuis qu'ils sont nés, ils ne peuvent regarder qu'un seul mur, droit devant eux. Derrière, il y a un feu. Et entre le feu et eux, des gens passent en portant des objets. Du coup, sur le mur, que voient-ils? Des ombres. Uniquement des ombres. Et pour ces prisonniers, ces ombres, eh bien, c'est ça la réalité. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et Platon nous dit, on est un peu comme eux. On prend les apparences pour la vérité. Et sortir de cette caverne, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un chemin long, difficile, même douloureux. C'est le parcours du philosophe, en fait. Il faut d'abord se libérer de ses chaînes, puis se retourner et affronter la lumière du feu, ça fait mal aux yeux. Ensuite, être traîné dehors, où la lumière du soleil est carrément aveuglante. Il faut du temps pour s'habituer, pour voir les vrais objets. Et enfin, oser lever les yeux vers le soleil lui-même, la source de toute lumière, de toute vérité. Pour Platon, ce soleil, c'est l'idée du bien. Et ça nous amène au cœur du système de Platon, l'idéalisme. En gros, pour lui, la vraie réalité, la réalité ultime, elle n'est pas matérielle. On ne la touche pas, on ne la voit pas. On la saisit avec notre intelligence. Pensez-y, l'idée de chat, le concept parfait du chat, est plus réel et éternel que ce petit chat-là qui est né et qui va mourir. La vérité, la vraie, elle est dans ce monde des idées, un monde qu'on ne peut attendre que par la pure raison. Bon, après le maître, passons à l'élève, Aristote. Et là, changement de décor complet. Aristote, lui, va dire « Attendez une minute, c'est bien joli ce monde des idées, mais on ne peut pas faire comme si le monde qu'on a sous les yeux n'existait pas. » En gros, il veut faire redescendre la philosophie sur Terre. Et la différence est fondamentale. C'est vraiment le jour et la nuit. Platon nous dit de nous détourner du monde des sens pour trouver la vérité. Aristote, lui, nous dit le contraire. C'est justement par là qu'il faut commencer. La connaissance, pour lui, elle démarre avec l'observation, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche. Mais attention, Aristote n'est pas juste en train de dire « il suffit de regarder ». Non, non. Pour lui, si la connaissance commence par l'observation des choses particulières, le but de la science, c'est d'utiliser notre raison pour en tirer des lois générales, universelles. Par exemple, on observe un signe, puis un autre, puis des centaines. Et à la fin, notre raison nous permet de dire « Ok, l'universel, c'est que tous les signes sont blancs ». La science, c'est ça, passer du particulier à l'universel. Alors ce débat, raison contre expérience, il a duré des siècles. Et il a repris de plus belle à l'époque moderne, avec la révolution scientifique. Alors on fait un grand saut dans le temps et on atterrit en Angleterre avec John Locke. Lui, il va prendre le parti de l'expérience et il va pousser la logique jusqu'au bout. C'est de lui que vient ce fameux concept de tabula rasa, la table rase. Pour Locke, c'est simple. Quand on est, notre esprit est comme une page blanche, complètement vide. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et tout ce qu'on va apprendre, toutes nos idées, de la plus simple comme la couleur jaune à la plus compliquée comme l'idée de justice, tout vient de l'expérience. Tout. Il n'y a pas d'autre source. Ok, mais si tout vient de nos sens, il y a un problème, non? Parce qu'on le sait tous, nos sens peuvent nous tromper. Pensez aux illusions d'optique. Alors comment on peut construire tout notre savoir sur des fondations aussi fragiles? C'est là que la distinction très subtile de Jean-Jacques Rousseau va être super importante. Pour régler ce problème, Rousseau prend un exemple hyper simple mais génial. Le bâton dans l'eau. Vous savez, on plonge un bâton droit dans l'eau et il a l'air cassé, brisé. Rousseau dit « Attention, la sensation qu'on a, l'image que notre œil reçoit, celle d'un bâton qui semble brisé, cette sensation est vraie. Notre œil fait son job. L'erreur, elle n'est pas là. L'erreur, c'est notre esprit qui se dépêche de conclure « Ah, le bâton est cassé ». Et là, on touche au point crucial.
Pour Rousseau, nos sens ne mentent jamais. Jamais! C'est notre jugement, notre interprétation trop rapide qui nous trompe. Le coupable, ce n'est pas l'œil, c'est le cerveau qui va trop vite. Du coup, pour atteindre la vérité, il ne faut pas rejeter nos sens. Au contraire, il faut éduquer notre jugement, apprendre à ne pas sauter sur les conclusions. Allez, on continue notre voyage, et là, attention, on arrive à un moment décisif, un vrai tournant. On parle d'Emmanuel Kant. Et lui, il va carrément proposer une révolution copernicienne dans cette quête de la vérité. Il va complètement changer la façon dont on voit le rôle de la raison. Pour Kant, la raison ne doit pas être une sorte d'élève sage qui attend passivement que la nature lui donne des leçons. Pas du tout. Pour lui, la raison doit être comme un juge d'instruction. Un juge qui ne se contente pas d'écouter les témoins, non. Il les force à répondre aux questions qu'il leur pose. Le scientifique, c'est ce juge. Il pose des hypothèses, il crée des expériences pour forcer la nature à lui répondre. C'est une démarche active. Et ce long voyage nous amène à une sorte de point d'orgue, au XIXe siècle, avec Auguste Comte. Pour lui, c'est l'aboutissement de tout ça. La méthode scientifique, qui s'est perfectionnée au fil du temps, est devenue la seule, l'unique voie pour atteindre la vérité. C'est le début de ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme, qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée, c'est que le savoir doit s'en tenir aux faits, à ce qu'on peut observer et vérifier. On laisse tomber les grandes questions en métaphysique, les fameux pourquoi l'univers existe, etc. On se concentre sur le comment les phénomènes se produisent. Le but, c'est de trouver les lois qui les régissent. La science devient le seul modèle de connaissance valable. Et pour Comte, le but ultime de la science, ce n'est pas juste de comprendre pour le plaisir de comprendre. Non, c'est de comprendre pour prédire. Sa formule, c'est « voir pour prévoir ». Elle est capitale. Si on connaît les lois de la nature, on peut anticiper ce qui va se passer. Et si on peut anticiper, eh bien, on peut agir. On gagne un pouvoir sur le monde. Alors, si on résume ce voyage incroyable, on est parti de Platon, qui nous envoyait la tête dans les étoiles du monde des idées. Aristote nous a ramené les pieds sur terre. Ensuite, Locke a voulu qu'on écrive tout sur une page blanche grâce à l'expérience. Et Rousseau nous a dit de faire attention à nos jugements trop rapides. Puis Kant a transformé la raison en juge d'instruction. Et pour finir, Comte a mis la science sur le trône. Au fond, ce qu'on voit à travers ce voyage philosophique, c'est que la quête de la vérité, ce n'est pas un match simple entre la raison et l'expérience. C'est bien plus subtil que ça. C'est un dialogue constant, parfois un bras de fer, entre ce qu'on pense et ce qu'on observe. Peut-être que la vérité, ce n'est pas de choisir un camp, mais d'apprendre à faire danser notre esprit avec la réalité.